mesdames et messieurs, à cette édition du journal sur Molière Canal. Bien avant toute chose, voici le sommaire. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur en République démocratique du Congo, Gilbert Kankonde Malamba, de l'Europe où il séjourne en mission du travail, a accordé un entretien aux médias français sur les questions de l'actualité et de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. C'est tout pour les sommaires. Votre journal, c'est tout de suite. Ouvrons ce journal par cette information. De l'Europe où il séjourne en mission de travail, le ministre de l'Intérieur Gilbert Kankonde a accordé un entretien aux médias français sur les questions d'actualité du pays et de la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Récit des faits avec Urbain Kabey. À ces jours européens, le patron de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières en RDC, Gilbert Kankonde Malamba, continue des contacts avec les autorités françaises, belges et d'autres investisseurs pour le compte de son pays. À l'occasion, le VPM Gilbert Kankonde Malamba a accordé un entretien à la chaîne française TV5 Monde. Au cours de ces face-à-face avec notre concert de TV5 Monde, ils ont passé au peigne fin les questions d'actualité et la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Concernant la sécurité, Gilbert Kankonde Malamba a souligné que la situation actuelle, bien que préoccupante, est différente de celle vécue il y a quelques années. Nous déplorons d'abord le fait que nous puissions reconnaître des situations que nous pensions déjà un peu dévolues. Maintenant, c'est des sortes d'actions guérilla. Ces gens reviennent de nuit. Ils choisissent peut-être des quartiers un peu éloignés, là où, en suivant peut-être les positions de nos forces armées, et ils essayent de frapper. Ils frappent. Ils font des victimes que nous déplorons, mais ils frappent pour démoraliser, pour répandre la peur dans les esprits des gens. Concernant le rapport mapping de l'ONU sur les crimes commis en RDC entre 1993 et 2003, pendant les deux guerres, le patron de l'Intérieur dit ne pas emprunter le chemin de ceux qui s'agitent autour de cette question, notamment le prix Nobel de la paix, Dr Mukwege. Je ne veux pas les suivre sur ce chemin-là. Lorsque nous parlons de justice, lorsque nous parlons à travers toute la République démocratique du Congo, on reconnaît au régime de Tshisekedi d'avoir rétabli plus ou moins le rôle de la justice. Les deux guerres dont il parle et ces rapports mapping, ils couvrent quelle période exactement? Il y a des personnalités de premier plan dans cette liste politique et militaire. Citez-moi lesquels de premier plan sont cités sur les listes et qui sont encore de premier plan comme responsables militaires ou politiques. En rapport avec l'expulsion de l'ambassadeur rwandais Vincent Karega, accusé de négationniste concernant les massacres des Congolais à Kasika en 1998, il précise que le droit de manifester est garanti par la Constitution. Gilbert Kankonde Malamba est allé plus loin pour dire que la RDC a connu plusieurs périodes douloureuses depuis son accession à l'indépendance. Le bilan est lourd, mais il faut concilier les esprits, ce qui passera effectivement par une justice transitionnelle qui veut la réconciliation, la paix et le devoir de mémoire en second lieu. Parlons à présent du prochain membre de la composition du bureau de la CENI. Le FCC se propose le droit de déposer son candidat pour briguer la vice-présidence de cette institution citoyenne malgré la non-investiture d'Eronsar Malonda par l'ordonnance présidentielle. Suivez. Étant partie prenante au scrutin de 2023 en RDC, le Front commun pour les Congo, à travers l'un de ses cadres en la personne de Ngoï Kassanji, s'apprête à déposer à l'Assemblée nationale son candidat éligible pour occuper la vice-présidence de la CENI comme adjoint à Ronsard Malonda, conformément à la loi électorale en vigueur. Déjà au lendemain de cette annonce, les violences semblent ne pas s'accorder entre les partenaires en coalition au pouvoir, FCC et CACH. Le Front commun pour le Congo a toujours nagé ou navigué à contre-courant par rapport à la volonté du souverain primaire qui est le peuple congolais. Nous avons vu le peuple dans la rue lorsque il y a eu ce choix-là truqué de M. Malonda. Donc aucune frange de la population n'a accepté cela, que ce soit du côté du CACH ou même du côté de l'opposition et même encore une fois du côté de la société civile. M. Malonda a été rejeté, mais nous voyons
le FCC tenir mordicus à cela et penser que les choses continuent à tourner comme à l'ancienne. Ils veulent s'imposer. Ils ont déjà M. Malonda qui, cela est un secret de polichinelle. Tout le monde sait qu'il roule pour le FCC et ils veulent que le vice-président... Rappelons que le FCC dit ne pas revenir à l'étape qu'il considère déjà franchie, celle de l'entérinement de Ronsard Malonda par les bureaux de l'Assemblée nationale, d'où l'investiture n'empêcherait en rien la composition des membres du futur bureau de la CENI, ainsi a-t-il renchéri. Poursuivant ce journal par cette information, le comité de coordination propose la suppression du ministère des décentralisations suite au dossier consistant de faire de Minembwe une commune rurale. Un observateur du pays approché à ce sujet s'est exprimé au micro de Jean-Christ Abedi. Le CLC ne peut pas avoir raison, mais nous avons les textes des lois. Vous savez, dans les cours des grands services publics de l'État, bien entendu, chaque ministère a ce qu'on appelle les pouvoirs et les prérogatives. Mais néanmoins, tout ministère, il y a ce qu'on appelle les règlements 4, c'est-à-dire, ou soit plutôt la loi 4, une loi qui permet à ce que les organes ou les institutions au sein d'un gouvernement puissent fonctionner pour éviter ce qu'on appelle les chevauchements. Supprimer pourquoi? Néanmoins, on a toujours fait, dans les cas contraires, la fusion des ministères, pas supprimer. Et aussi, on a toujours peut-être scindé un seul ministère, on peut fusionner plusieurs ministères, donc 2, 3 ou 4, fusionner lorsque l'équipe gouvernementale est minime. Et lorsque l'équipe gouvernementale est costaud, on peut aussi saucissonner, c'est-à-dire on peut charcuter, c'est-à-dire un seul ministère qui, à son sein, avait autre département, on peut prendre ces départements et faire ministère. Et justement pour permettre les opérateurs qui sont au niveau du gouvernement de pouvoir occuper certains ministères. Et du côté Lualaba, par rapport à la forte pénurie d'eau potable dans la ville de Kolwezi, le gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mans a organisé une réunion d'urgence avec la Régie des eaux, le COMUS et la GSM en vue de trouver les solutions à ce problème sur la ville. Juste après, le numéro 1 de l'exécutif provincial a effectué une descente sur les terrains. Suivre le reportage avec nos amis de la presse du gouvernorat. Préoccupé par cette pénurie criante d'eau potable causée par un tarissement brusque de 2 puits, le gouverneur du Lualaba, Richard Mouyej, a convoqué une réunion. À celle-ci, quelques ministres provinciaux, le représentant de Comus, celui de la GECAMIN et de la Régie des eaux ont participé. Après de longs et mûrs échanges, une partie de la solution a été dégagée. On a arrêté de stratégie. Et je crois que pour nous, nous avons un partenaire, c'est Comus, puisque nous avons des forages à la carrière Comus qui nous fournit de l'eau, nous, en ville, dans la ville de Kolwezi. Et Comus est prêt. Aujourd'hui, Comus va nous donner un forage de 220 mètres cubes. Mais cela ne suffira pas au gouverneur pour rester dans son bureau. Il a effectué une descente sur terrain avec le ministre provincial de l'énergie, Patrick André Kakwata. Il a d'abord visité le forage 5, construit par Comus, en attente d'une remise officielle à la Régie des eaux. Malheureusement, urgence exige, il n'attendra plus, la population doit être servie, a résolu Richard Mouyej. Le patron de l'exécutif ira ensuite au puits situé à la cité GECAMIN Mutoshi. Ce dernier, qui dessert le quartier Mutoshi industriel, est alimenté par la ligne électrique dite ligne 11. Aujourd'hui, cette ligne a connu un désagrément, la SNEL était à pied d'œuvre. 30% du problème a été résolu en ce jour. Nous sommes obligés d'accompagner la Régie des eaux, parce que si nous la laissons dans ses limites, c'est dangereux. Il faut l'implication du gouvernement provincial, il faut l'implication des entreprises. La GECAMIN a un grand rôle à jouer.
Et je disais tout à l'heure que la Gécamine va reprendre son rôle d'antan parce qu'il y a une lueur d'espoir depuis un certain temps. Comus, KCC, l'ancien site de KZC, nous allons impliquer tout le monde parce que l'eau, c'est la vie et c'est un droit chez nous reconnu au peuple. Et nous avons eu une réunion, nous sommes sur site, nous avons un début de solution. J'ai eu froid le matin quand on m'a dit que la ville n'avait pas d'eau. Heureusement que petit à petit on y revient, mais ce n'est pas encore tout. On doit poursuivre les efforts. On va arriver à la solution. Les travaux sont en cours pour trouver plus de solutions aux problèmes liés à la desserte en eau potable. Parlons à présent des assises du 9e congrès de l'Union nationale de la presse du Congo, tenu à Moanda au Congo central. Se sont clôturés le mardi 6 octobre 2020 dernier. Il ressort de ces travaux que Joseph Boukar Kassongo Chilunde a été réélu président de la Corporation des journalistes de la République démocratique du Congo pour un mandat de 4 ans. Suivez ce reportage avec notre envoyé spécial Jean-Marcel Kabengele. Au terme de ce scrutin, le numéro 1 de l'INPC, candidat unique à sa propre succession, a obtenu 95 voix sur 104 votants. Le premier vice-président est Gabi Kuba Bekanga de Kinshasa et la deuxième vice-présidence revient au Sud Kivu avec Modeste Chabani. Le secrétariat général est occupé par Jespi Zegbia de Kinshasa, suivi de la Katanguès Béatrice Nyamulenda. La trésorerie générale est tenue par Sylvie Bongo de Kinshasa, secondée par Damas et Solé de la province orientale. Le Congrès a également voté comme conseiller M. Pierre Sosten Kambidi du Grand Kasaï et Mundia Kimia Joachim de Bandundu. Dans son discours, le président réélu a non seulement remercié les congressistes, mais aussi la première dame de la République qui a sponsorisé et présidé la cérémonie d'ouverture de ces congrès. Sur ce, je déclare clos les travaux du 9e congrès de l'UNPC et je vous remercie. Denise Nyakero Tshisekedi est également désignée présidente d'honneur de l'INPC, qualité reconnue à Moïse Katumbi Chapwe il y a quelques années. La journée de mercredi est réservée aux visites des sites touristiques du Congo central. Et dans le reste de l'actualité, une quarantaine de leaders communautaires dans la province du Kasaï central étaient le mardi 6 octobre dernier dans une séance de réflexion axée sur la liberté fondamentale, droits et devoirs des citoyens. Suivez. Impliquer les leaders communautaires dans le renforcement de la jouissance des droits fondamentaux des femmes et la réduction des inégalités de sexe, voilà l'objectif général de cette séance de sensibilisation qui s'inscrit dans le cadre du projet Voix et Leadership des femmes en République démocratique du Congo. Emerance Nsonga est coordonnatrice du Centre Bama Mutabulukai, structure organisatrice. Le programme que nous sommes en train d'exécuter, c'est le programme Voix et Leadership des femmes. C'est un programme du gouvernement canadien avec l'appui du Centre Carter. Et par rapport à ce programme, on est en train de mener des activités pour arriver à amener la femme à jouir de ses droits fondamentaux. On a constaté que dans beaucoup de pays et même dans notre pays, d'une manière générale et dans la province du Kasaï central d'une manière particulière, les femmes sont victimes de plusieurs violences. Activité très vivement saluée par Félicia Mouchima, une des participantes à cette séance. D'abord, merci aux organisateurs de cet atelier. On en a suivi assez, mais ça s'est ajouté quand même quelque chose à ce qu'on avait. Aujourd'hui, on a commencé par la résolution 1325 qui parle de la participation de la femme et de la jeune fille aux instances de prise de décision, de la protection de la femme et aussi de la prévention de tout conflit, que ce soit le conflit armé ou conflit tribaux. C'est le centre Bama Mutabulukai, situé dans la commune de Katoka, qui a servi de cadre à cette activité d'un jour.
Et pour finir avec ce journal, il se célèbre ce mercredi 7 octobre 2020 la journée mondiale du travail décent instaurée par le mouvement syndical dans le but de prôner le travail décent qui respecte la dignité humaine et qui place l'homme au centre de la réflexion sur le travail. Becky Kassongo pour le commentaire. Célébrée chaque 7 octobre de l'année, la Journée mondiale d'action pour le travail décent a été instaurée depuis 2008 à l'initiative du mouvement syndical. Son objectif est de mettre en valeur les syndicats et toutes les organisations œuvrant pour le travail décent. Ici, le travail décent est compris comme tout métier que l'on exerce et permet de mener une vie digne et répondant à ses besoins essentiels ainsi qu'à ceux de sa famille. Mais pourtant, dans de nombreuses régions du monde, on constate qu'il n'y a ni salaire équitable, ni conditions de vie dignes au profit d'une vision de l'économie uniquement basée sur les profits. Les combats pour le travail décent restent pour autant la meilleure manière de lutter contre la pauvreté mondiale. Et le but de cette journée est de favoriser les actions qui permettront d'y parvenir. Mesdames et messieurs, c'est par cette information que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. On se fixe rendez-vous très prochainement.